Nous sommes dans le petit village de Saint-Canute, au nord de Montréal, et l'on vient de découvrir dans cette humble maison de bois le corps d'Isidore Poirier, époux de celle qui allait devenir la tristement célèbre Cordélia Viau. Paraîtrait que quand elle l'a appris, qu'il était là, reine mort, paraîtrait qu'elle n'est même pas venue le voir dans sa chambre. Le voir, lui, son mari. Jusqu'à se dire, moi, qu'elle n'aurait même pas pleuré, rien. Pas une larme depuis le matin. Il y en a même qui disent que pour l'enterrer, son homme, elle a recommandé le cercueil le moins cher sur le marché. Bonjour, docteur. Bonjour. Pauvre Isidore. Elle l'a ramené par le bout du nez toute sa vie. Regardez-le là, qui raconte sa romance aux journalistes de Montréal. Il fait tout son argent à broyer du noir. À dire que c'était pas une belle vie. Si vous l'aviez vu hier au midi au dîner, là, quand il a frappé sa tasse dans sa soucoupe en criant « Tant que ça finisse ». Oui, tant que ça finisse. Et pensez-vous vraiment qu'il s'est suicidé? Je comprends pas. Mais j'arrive pas à me l'expliquer autrement. Bien, messieurs. Après examen des lieux et des blessures, j'ai la conviction formelle qu'Isidore Poirier est bel et bien mort de la main d'un assassin. Docteur, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas un suicide? Voici. Voici comment le meurtre a eu lieu. L'homme était endormi et l'assassin s'est jeté sur lui avec un couteau pour lui trancher le cou. Mais dans son énervement, en visant le cou, il a atteint le menton. L'homme s'est réveillé, s'est levé en furie. Il y a eu lutte, ce qui explique la deuxième blessure qui a été faite à la joue. La troisième blessure, maintenant, celle faite à la main. Le défunt devait retenir le couteau qui lui a été retiré d'entre les doigts. Chaud. Comme ça. Puis il y a eu ce coup fatal porté dans le lit alors que Poirier avait déjà perdu beaucoup de sang, une longue et horrible blessure, tout écharognée, qui coupe littéralement le cou d'une oreille à l'autre, jusqu'à la colonne vertébrale. Bon, vous allez m'excuser, mais il faut absolument que j'aille à la gare faire télégraphier mon article si je veux que ça soit prêt pour être imprimé demain. Une nouvelle comme ça peut pas attendre, monsieur. Le docteur Mignot va très bientôt tenir, sur les lieux mêmes du crime, une enquête du coroner. Nous sommes à la fin du 19e siècle et l'appareil judiciaire n'a pas encore acquis tout le poids qu'il possède aujourd'hui avec ses édifices éparpillés aux quatre coins de la province. Éventuellement, bien sûr, l'affaire va rebondir ici, au palais de justice, et avec l'écho spectaculaire que lui donneront les journaux de l'époque, va très rapidement devenir l'événement du jour à travers tout le pays et même jusqu'en France et aux États-Unis. À tel point qu'avec le recul, on peut se demander aujourd'hui si, justement, par l'effet conjugué de la rumeur publique et du sensationnalisme journalistique, Cordélia Viau n'était pas condamnée d'avance. Le lendemain de la découverte du corps, alors que Cordélia Viau s'est réfugiée chez ses voisins, s'ouvre dans la maison où a eu lieu le crime l'enquête du coroner, menée par le docteur Mignot devant un jury de 6 hommes. Noé, je vais commencer par toi. Oui, toi. Monsieur Pouvrette, pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous avez fait la découverte du corps d'Isidore Poirier en compagnie de sa femme le lendemain du crime? Oui. Le lundi matin, elle s'est envenue chez nous. Elle venait de passer la nuit chez sa mère qui était malade.
Puis elle m'a demandé si j'avais vu sortir son mari. En me disant, je comprends pas ça, tout est fermé dans la maison. On lui a dit, moi et puis ma femme, qu'on ne l'avait pas vu sortir. Là, elle m'a demandé d'apporter un tournevis, qu'on démanche un châssis double. J'ai été, on a rentré dans la maison, puis quand j'avançais, là, elle est restée dans le devant de la salle. Puis elle m'a dit, allez donc voir à la chambre, voir si mon mari est là. Là, j'ai parti. J'ai ouvert la porte de la chambre. C'est là que j'ai aperçu le cadavre de Poirier. Et là, qu'est-ce que Mme Poirier a dit? Elle a dit, est-ce qu'il est là, mon mari? J'ai dit, oui, il a le cou coupé. Hein? Et comment est-ce qu'elle a réagi? Elle n'a pas parlé. Elle a avancé dans le bord de la chambre. Elle a regardé avec moi pour le passer à la porte pour aller chez nous. Je vous remercie. Madame Bouvrette, dimanche dernier, après la messe, avez-vous vu le dénommé Sam Parslow entrer chez Poirier? Ben, j'ai pas remarqué. Après la messe, j'ai gagné faire mon train. Puis pour dire, je l'ai pas vu rentrer. Mais après les vêpes, là, oui. Là, j'ai vu qu'il était venu atteler le cheval de Madame, ça, oui. Et après que Madame soit partie en voiture, avez-vous vu Sam Parslow entrer dans la maison des Poirier? Oui. Je l'ai vu rentrer par la porte d'en arrière, de la remise. L'avez-vous vu sortir de là? Non, monsieur. Et le lendemain, quand elle s'est amenée chez vous avec votre mari, est-ce que Sam Parslow est venu lui rendre visite ce jour-là? Ah, bien sûr. Pouvez-vous me dire ce qu'ils se sont dit, tous les deux? Ils n'ont pas parlé, pas un mot, personne. Pas un mot. Non. Faites serment de ça. Ah oui, docteur. Toute la demi-heure qui est restée dans la maison, ni lui ni elle sont pas dit un mot entre eux deux. Oh, j'ai trouvé ça assez curieux, merci. Avant le meurtre, est-ce que Sam Parslow allait rendre visite souvent au Poirier? Ah ben oui, c'est qu'il faisait... Ben, il faisait de l'ouvrage pour madame, lui. Quel genre d'ouvrage? Ben, je l'ai vu laver la vaisselle, laver le butin, le linge. Il avait les planchers même pour elle, lui. Dites-moi, Madame Bouvrette, quelles étaient les rumeurs qui couraient dans la paroisse à propos de ces visites-là? Oh, le dit-on du monde, c'était que... C'était pas joli, hein? Dans le voisinage, quand ça voyait arriver Parslow chez Poirier, ce qui se disait, c'était... Tiens, voilà la main qui s'en va voir sa dame. Oh, ça, c'était écanquant, ça, docteur. Moi, ma connaissance, c'est pas des mauvais bruits qui couraient que je la tiens. Comme j'étais le voisin d'en arrière, hein, j'en ai vu une puis un autre. Moi, entre ces deux-là, pas du dire. Attention, vu de mes yeux vus. Une fois, pour vous donner un exemple, j'étais en arrière de ma grange. Puis, je me suis adonné à aller voir entre les petits joints d'une ligne et demie. À un moment donné, Parslow, il s'est levé. Puis là, les deux mains sur les hanches, il te l'a embrassé. Êtes-vous certain de ça? Oui, monsieur. Je les ai regardés aller. Moi, je suis pas du genre farouche, hein. Vous savez, moi, pour être franc, là, pas été surpris d'apprendre le malheur qui est arrivé à Isidore Poirier. Depuis le jour où, une fois, pendant un bal, elle s'était mise à me parler de son propre mari en me disant que c'était un paresseux, un lâche, un ivrogne, un sans talent, puis un sans allure. J'ai pas été surpris pantoute. Je vous remercie. Monsieur Parslow, pouvez-vous nous donner votre emploi du temps le jour de la mort d'Isidore Poirier? Je vais vous le dire. Tel que c'est. Ce jour-là, le matin, en allant à la messe, le défunt m'a arrêté chez eux. Puis je me suis aperçu qu'il avait bu. Il avait 2 yeux dans la graisse de bine. Fait que j'ai pris un coup d'eux avec lui. Puis j'ai été à la messe où c'est que je chantais à l'orgue avec Mme Poirier. Après, j'ai dîné avec eux autres. Isidore continuait à fêter plus ou moins tout seul. Après,
J'ai été au vape. Puis après, j'ai repris un autre coup avec lui, mais lui, toujours plus que moi. Un peu plus tard, je me suis rendu chez nous. Où c'est qu'il y avait mon frère puis ma vieille mère. Je me suis changé d'habit. Puis je me suis tenu en voiture chez un autre de mes frères qui était malade. Il était 6 heures quand j'arrivais là. J'ai éveillé mon frère jusqu'à 9 heures. Continuez. Après, je me suis couché. Dans la même chambre que lui. Pour m'en occuper durant la nuit. Lundi matin, je me suis levé à 6 heures. J'ai fait le train à mon frère. Puis vers 8 heures, Mme Poirier est venue me demander si je voulais reconduire son mari pour son travail à Saint-Jérôme, où ce qu'il construisait l'église. J'ai dit que oui. En arrivant là, j'ai vu que les châssis de la maison étaient bouchés. J'ai pensé qu'il était parti. C'est en rentrant chez M. Bouvrette que j'ai appris la nouvelle du suicide d'Isidore. Quelles étaient vos relations avec le couple Poirier? Quand M. Poirier avait besoin de moi, il me demandait. Puis j'y rendais service. Mais entre moi et Madame Poirier, il s'est jamais rien passé. Contrairement à ce qu'on raconte dans le village. J'allais là rien que pour l'ouvrage. Puis si vous voulez mon avis, je suis d'opinion, moi, qui s'est suicidé. Isidore. Sam Parslow. Est-ce que vous avez déjà vu ce couteau-là chez Isidore Poirier? Non. J'ai jamais vu ce couteau-là. Ni chez M. Poirier, ni ailleurs. Après seulement 2 jours et demi d'une enquête qu'on pourrait à tout le moins qualifier d'expéditive, le coroner Mignot procède à l'incarcération de Sam Parslow et de Cordelia Viau, qui la première subira son procès. Je voulais dire la vérité, monsieur. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Sam Parslow qui l'a tué, mon mari. À cause d'une fois. Une fois. Peut-être plus qu'une fois. Peut-être trop de fois où j'y ai compté mes peines à cet homme-là. Puis lui, ben pour m'éviter tout ça, ces chagrins-là, plusieurs fois, il m'a dit qu'il serait prêt à donner sa tête pour moi. Que je vive tranquille. Puis un soir, il y a quelques mois, il était allé à Montréal acheter un pistolet. Pour tuer mon mari. Moi, j'y ai dit, fais pas ça. Fais pas ça, ça va faire trop de bruit. Puis il m'a dit, non, je vais le tuer sans que personne ne sache. Ni toi, ni personne. Puis à peu près une semaine de ça, il a pris le couteau de boucherie, il l'a affilé, puis... Je pensais pas qu'il le tuerait. Je le croyais trop lâche. J'ai dit, tu seras pas assez fort, tu vas commencer l'ouvrage, puis tu pourras pas finir. Il m'a répondu, non, je vais en venir à bout, fais-toi-en pas. Je vais en venir à bout. Mais je le croyais pas. Et quand vous êtes revenu chez vous, puis que vous avez trouvé les toiles de vos châssis baissés, après que vous ayez frappé aux portes puis que personne ne vous ait répondu, vous avez bien dû vous douter que votre mari avait été assassiné, non?
Quand vous avez découvert le corps de votre mari, quand vous l'avez trouvé là, étendu sur le lit nuptial, vos premières pensées ont-elles été pour lui ou pour Sam Parslow? Aimiez-vous votre mari, Madame Poirier? Oui. Oui. Oui, si je l'ai laissé, c'était pour aller prendre soin de ma mère. Je m'accordais bien avec mon mari, je l'aimais. Croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Sam Parslow, lui, m'a jamais déclaré son amour. Oh, merci, Madame Poirier. C'est moi. Cette femme-là, c'est pas ce qu'elle dit. Mais voyons, tout ça, c'est du théâtre, mon cher. Je te jure, j'ai rarement vu un visage de femme aussi tendu, aussi étrange. J'ai rien remarqué. Tu l'as même pas regardé. De toute manière, l'important, c'est pas ce que j'ai vu. L'important, c'est qu'elle ait dit ce qu'elle a dit. Ben oui, puis que tu le fasses savoir en exclusivité au monde entier. Suite à la publication des aveux de Cordelia Viau dans les journaux, il sera dès lors extrêmement difficile de trouver parmi la population de la région un jury impartial pour le procès qui s'ouvrira le 17 janvier 1898 devant un jury finalement composé majoritairement d'illettrés qui, eux, n'ont pu subir l'influence directe des journaux. Bref, tous ces éléments nous ont conduits aux arrestations et aux accusations que l'on sait. Je vous remercie. Docteur Mignot, aviez-vous émis un mandat avant de procéder à cette arrestation? Non, je n'avais pas émis de mandat. Ah non. Vous avez donné ordre à la police, au détective McCaskill, de l'arrêter sans mandat. Mais voici comment la chose est arrivée. Non, est-ce que ma question est claire? Mais voici, c'est assez difficile de répondre. Le détective McCaskill, le grand connétable Brazo et moi, après avoir discuté de la situation ensemble et après leur avoir dit que le président du jury et les jurys étaient pour rendre un verdict d'accusation face aux prisonniers dans cette affaire de meurtre... Pas les prisonniers? Non, pas les prisonniers, non. Les accusés. La raison que j'avais de procéder à l'arrestation immédiatement, c'est que plusieurs témoins entendus devant moi à l'enquête avaient peur de ces deux-là. Alors on a... Monsieur Brazo a arrêté Sam Parslow et le détective McCaskill a arrêté Cordelia Viau. Et tous les deux ont été amenés à la prison de Sainte-Scolastique. Mais c'est tout. Monsieur McCaskill, est-il vrai qu'après que vous ayez procédé à son arrestation, Cordelia Viau soit passée aux aveux devant vous à la prison de Sainte-Scolastique? Objection, Votre Honneur. Ces aveux-là, si aveux il y a eu, sont irrecevables parce qu'ils ont été obtenus par ruse et par mensonge sans que l'accusée ait été mise sur ses gardes ni prévenue de son droit de ne pas témoigner contre elle conformément à la loi. Objection rejetée. Dans les circonstances, il n'est pas de notre ressort de mettre de côté les aveux de l'accusé. Nous les écouterons d'abord et nous jugerons ensuite. Continuez, Maître Mackay. Je vous remercie, Votre Seigneurie. Je vous en prie. Eh bien, après qu'on l'a mise au cachot, ça n'a pas été long qu'elle m'a envoyé chercher. Et là, dans le corridor, après que je lui ai dit, sur le ton de la confidence, que franchement, je pensais pas que c'était elle qui l'avait tué, mais que je sentais qu'elle connaissait quelque chose à l'affaire, elle a procédé à ce que moi j'appelle une première confession, c'est-à-dire sans témoin. Elle m'a dit qu'elle était innocente, mais que c'est Parslow qui avait tué son mari. Elle m'a dit qu'elle-même n'était pas dans la chambre à ce moment-là. Moi, je voulais avoir des témoins pour entendre ça. Alors, je lui ai subtilement proposé de la changer de chambre, que son cachot n'était pas une place pour une femme comme elle. Alors, j'ai demandé au geôlier de me donner une chambre où je pourrais cacher le coroner Mignot et le grand connétable Brazo. Et le geôlier m'a proposé la chambre du juge. Une fois rendu dans la chambre en question, avec les deux témoins cachés en arrière d'un paravent, je lui ai demandé encore de me dire comment c'est arrivé. Elle m'a répété que c'était pas elle, mais Parslow qui avait tué. Je vous remercie. La séance est levée, nous reprendrons à 2h. Le témoignage que vous
vous avez fait lors de l'enquête préliminaire concernant les aveux que vous avez tirés de Sam Parslow, s'il vous plaît? J'ai tout simplement expliqué qu'après avoir obtenu les aveux de Cordelia Vio, je suis allé voir Parslow dans sa cellule avec le coroner Mignot et que je lui ai dit, Parslow bien sûr, je lui ai dit, moi ça me fait rien, mais la femme a tout raconté. Tu feras aussi bien de te mettre à la table. Il a mis longtemps avant de se mettre à parler. Finalement, il m'a dit... Je vais vous raconter la chose. Je vais vous dire comment c'est arrivé. Premièrement, c'est pas moi qui parlais de tuer Isidore Poirier. C'est elle qui a toujours été après moi pour que je le tue. Depuis le jour de l'an. Elle avait dans l'idée de me le faire amener de Saint-Jérôme pour que je puisse le tuer en chemin. Mais je m'en occupais pas. Le dimanche en question, on a été dans la chambre. Le couteau était sur le bureau. Je l'ai pris. Elle m'a dit, tue-le, c'est le temps, là. Je l'ai frappé une fois. Après, je me souviens plus. Je suis sorti le premier de la chambre, la femme après moi. En sortant, j'ai pensé que je l'avais peut-être pas tué. Je me rappelle pas si je suis retourné dans la chambre, j'étais bien excité. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Monsieur Champagne, voulez-vous prendre connaissance de cette police d'assurance et dire si c'est bien vous qui l'avez vendue? Oui. C'est une police sur la vie d'Isidore Poirier d'une valeur de 2000 $, payable à la mort de l'assuré à Dame Cordelia Vio. J'ai d'ailleurs envoyé avis à Mme Poirier que les billets devenaient dus le 24 novembre. Soit 3 jours après le meurtre, n'est-ce pas? Si vous le dites. Et n'avez-vous pas reçu une lettre de l'accusé en janvier de l'an dernier concernant certains détails de l'assurance? Ah oui. Je l'ai amené ici. Écoutez ça. Monsieur Champagne, c'est moi ça. J'ai parlé à mon mari que j'avais été vous voir à propos d'une police d'assurance. Mais mon mari veut bien comprendre avant de trop débourser d'argent. Il est décidé de continuer à payer, mais il demande s'il venait à mourir de n'importe quelle mort, se faire tuer, un accident ou être empoisonné, ou être tué par les chars. Il veut savoir car on parle avec plusieurs et ils nous disent que je ne serai pas payé. Répondez-moi, je suis pour la vie votre humble ami, Dame Isidore Poirier. Ah, ça, pour être en amour, il était en amour, ça. Pendant qu'il était pensionnaire chez vous à Montréal, avez-vous eu connaissance que Sam Parslow ait reçu des lettres? Oui, j'en ai même lu 2. C'est parce que, voyez-vous, j'allais porter du linge à réparer dans sa valise à main dans sa chambre quand j'ai vu 2 lettres, là, juste dessus. Avez-vous vu la signature de ces lettres-là? Objectez à cette question comme illégale. Si le témoin ne peut produire en preuve les lettres, il ne s'agit que de oui-dire, votre honneur. Objection rejetée. Alors, madame, voulez-vous dire comment étaient signées ces lettres-là? C'était signé CV. Voulez-vous dire si ces lettres étaient des lettres d'affaires ou bien des lettres d'amour? Des lettres d'amour. Et était-ce de l'amour bien léger ou violent qui paraissait transpirer? J'ai remarqué que c'était de l'amour violent. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Madame la douceur, avez-vous en votre possession les lettres dont vous parlez? Mais non, voyons. C'est l'amoureux qui les a. Votre Seigneurie, la couronne appelle Monsieur Samuel Parslow. Monsieur Parslow, avez-vous apporté les lettres que vous a écrites Cordelia Vio alors que vous étiez en pension à Montréal l'été dernier? J'ai rien. Où sont-elles, ces lettres? Je réponds pas. N'avez-vous pas ces lettres en votre possession? Je vous dis que je réponds pas. Avez-vous une raison pour refuser de répondre? Je
réponds. Je réponds pas. La seule raison que j'avais, je l'ai donnée à mon avocat à qui j'ai dit que je les avais pas, ces lettres-là. J'ai pas d'autre réponse à faire. La Cour vous avertit, Parslow, que vous n'encourez aucun danger à répondre. Vous êtes protégé par la Cour. Tout ce que vous direz dans la boîte aux témoins ne pourra vous faire aucun tort. Si donc vous avez peur de vous compromettre, vous vous trompez. Je répondrai pas. J'ai plus rien à répondre à personne, puis je vous demande de plus me questionner. Monsieur Legault, le dimanche 21 novembre, soit le jour du crime, quand vous êtes passé devant la résidence de chez Poirier, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Oui, monsieur. Il était 1 heure du matin. Je ramenais des notables de Saint-Jérôme dans ma voiture. Quand j'ai vu, en passant devant chez Poirier, qu'il y avait de la lumière dans la fenêtre. Et vous? Où étiez-vous assis? Je suis devant de ma voiture. En l'air, sur le carrosse. Votre voiture était fermée, n'est-ce pas? Oui. Dans quel état étaient les vitres de la voiture? Oh, il était assez sale. C'était dans les derniers chemins d'été. C'était de la neige fondue qui éclaboussait pas mal le long du voyage. Vous étiez donc mieux placé que tous ceux qui étaient dans la voiture pour voir? Ah, je pense bien. J'étais en dehors. Les autres étaient en dedans. Il était donc 1 heure du matin et il y avait de la lumière chez Poirier. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, je très bien. Je vous remercie, Monsieur Legault. Votre Seigneurie, en contre-preuve, la Cour en appelle Monsieur Joseph Fortier. Monsieur Fortier, vous êtes étudiant en droit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur Fortier, dans la nuit du 21 novembre, en tant que passager de la voiture du cocher Legault, en passant devant la maison des Poiriers, avez-vous fait attention pour dire s'il y avait de la lumière ou non? Bien, je ne me rappelle pas parfaitement avoir examiné la maison en passant. Parce que c'est pas mon habitude de regarder quand je passe par là. Mais j'ai pas vu de lumière. Non, pas du tout. Non, pour dire vrai, à chaque fois que je passais là, je regardais pour voir s'il y avait de la lumière, parce que la rumeur était que Madame Poirier avait des cavaliers. Et chaque fois que je passais par là, je regardais pour voir s'il y avait de la lumière. Alors, Monsieur Fortier, d'après votre connaissance personnelle, croyez-vous que le cocher Legault fait erreur quand il dit avoir vu de la lumière dans la fenêtre de devant de la maison des Poiriers cette nuit-là? Certainement, il se trompe. D'après moi, il dit pas la vérité. Parce que d'après moi, j'en ai pas vu de la lumière. Je jure que j'en ai pas vu. Par conséquent, si j'en ai pas vu, il n'y a pas dû y en avoir. Monsieur Fortier, ce que je veux savoir, c'est si vous avez vu de la lumière ou s'il n'y en avait pas. Je jure que j'en ai pas vu. Je vous remercie, Monsieur Fortier. Tout parle contre vous. Tout parle contre vous. Ils réussiront jamais à rien prouver. Mais tout parle contre vous. Même vous, ils ont réussi à faire parler contre vous. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Monsieur Gravel. Oui, c'est moi. Je suis Mélina Viau, la sœur de Cordelia. Enchanté. Monsieur Gravel, pourquoi vos articles sont toujours aussi médisants pour ma sœur? Vous aussi, vous la croyez coupable? Peut-être, madame. Il n'y a jamais eu d'histoire entre ma sœur et Sam Parslow. Et ce sont de mauvaises langues, longues et sales, qui ont répandu ces histoires-là. Parce que ça les dérange, que ma sœur monte à cheval tout seule. Qu'elle ait sa voiture à elle, qu'elle lise des livres, qu'elle soit musicienne. Et qu'elle fasse laver ses planchers et sa vaisselle par des hommes. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est justement pour ça que Sam Parslow était toujours rendu chez eux, monsieur. Écoutez, il n'y a pas seulement ça, madame. Je sais.
Ce que les commérages disent pas, parce que personne ne sait, c'est qu'elle souffre d'un mal terrible, ma sœur. D'une maladie de peau insupportable qu'on appelle le rifle. Et qui l'empêche de la faire elle-même, son ouvrage. Car elle doit éviter le contact avec l'eau et les savons. C'est pour ça qu'on les voyait si souvent ensemble, Parslow et elle. Ça fait peut-être des moins belles romances à raconter. Mais c'est ça, la vérité. Ma sœur est innocente, monsieur. Qu'est-ce que vous faites des aveux qu'elle a fait? Elle a quand même tout avoué, madame. Si vous aviez été là, si vous aviez vu comment ça s'est passé, comment ils l'ont menacée quand ils l'ont emmenée. Qu'est-ce qu'elle a dit, la police, vous pensez, pour y faire dire ce qu'elle a dit, ma sœur? On lui a dit... Parlez, ma petite dame. Aidez-nous à trouver le coupable. Sinon, vous allez être bien malheureuse. C'est grave ce que vous dites là, madame. C'est très grave. Oui, monsieur le juge. C'est grave. Et quand le détective McCaskill est arrivé pour procéder à l'arrestation de votre sœur et l'amener à la prison de Saint-Scolastique, l'a-t-il arrêtée en tant que prisonnière? Non. Il a dit qu'il l'amenait là-bas pour finir l'enquête. Pour finir l'enquête? Oui. Il a même dit qu'elle serait peut-être libre le même soir si elle l'aidait à trouver le coupable. Je l'ai même entendu dire... Dites des menteries ou la vérité, faut dire quelque chose. Vérité ou mensonge, parlez. Pour vous sauver. Et je vais être comme un prêtre pour vous. Tout va rester secret. Messieurs les jurés, revoyons les faits. La couronne prétend que le crime a été commis après les vêpres, donc après 5 heures. Or, un témoin digne de foi a vu de la lumière chez Poirier à 1 heure du matin ce soir-là. Qui était là? Parslow était chez son frère. L'accusé était au chevet de sa mère. N'était-ce pas plutôt le défunt lui-même qu'un ennemi ténébreux serait venu visiter? Vous conviendrez avec moi que c'est entièrement possible. Un autre témoin, me direz-vous, n'en a pas vu, lui, de la lumière ce soir-là. Il vous reste donc un doute. Absolument. Justement. Et c'est ce que je tiens à souligner aujourd'hui. Il vous reste un doute. Et ce doute raisonnable, vous devez en accorder le bénéfice à l'accusé. Car les autorités n'ont réussi à prouver qu'un enchaînement de circonstances. Et voyant qu'ils n'avaient pas suffisamment établi leurs preuves, ils ont extrait, par des méthodes que je persiste à trouver illégales, ils ont extrait, dis-je, de cette pauvre femme une série de déclarations qu'on a interprétées comme des aveux contre elle, mais qui ne constituent en réalité qu'une accusation contre Parslow. Ajoutez à cela le poids de l'opinion publique, la campagne de salissage dans les journaux, les rumeurs, les cancans, les on-dit, et vous conviendrez avec moi que Cordelia Viau était condamnée d'avance dans l'esprit de la population. Mais vous devez rester au-dessus de tout cela. Vous devez vous en tenir aux faits. Et si c'est ce que vous faites, vous n'aurez d'autre choix que de conclure avec moi que ce qui caractérise ce procès, c'est le doute. Le doute raisonnable. Car s'il est juste que le crime doit être puni, il est essentiel que les jurés aient la certitude que l'accusé est coupable. S'ils n'ont pas cette certitude,
ils doivent accorder à l'accusée ici présente le bénéfice du doute, comme c'est leur devoir. Je vous remercie. Messieurs les jurés, ne vous laissez pas attendrir par ces larmes. Car nous avons affaire ici au crime le plus abominable de nos annales judiciaires. Un crime qui a effectivement ému le pays entier et soulevé l'opinion publique. Et pour cause. Je conviens qu'il subsiste un doute, un seul, et c'est celui-ci. Cordelia a-t-elle tenu le couteau fatal? Là-dessus, messieurs, je vous dis simplement qu'importe, car il n'y a aucun doute sur sa complicité. Elle a encouragé Parslow, elle l'a aidé, elle l'a incité à commettre cet acte horrible, ce qui la rend, aux yeux de la loi, aussi coupable que lui. Elle a avoué qu'il était son ami. Elle a échangé une correspondance amoureuse avec lui. Elle a vérifié que l'assurance vie qu'elle obligeait son pauvre mari à payer était bien en vigueur. 2000 $, messieurs, dont ces amants maudits comptaient sans doute se servir pour se faire une nouvelle vie après s'être débarrassés du mari encombrant. Elle pleure maintenant. Elle a de quoi. Ses machinations diaboliques ont été déjouées. Son amant s'est tourné contre elle, alors qu'elle, dans un ultime effort pour se sauver du juste châtiment qui l'attend, s'est également tournée contre lui. Ne vous laissez donc pas attendrir par ces larmes de crocodile dont le seul objet est de la protéger contre la potence. Toutes les circonstances qui entourent ce crime horrible sont autant de témoins à charge qui ne vous laissent qu'un choix: de vous rendre à l'évidence et de condamner Cordelia Viau pour le meurtre de ce pauvre homme qui l'aimait tant. Messieurs les jurés, un témoignage dans la cause qui serait de nature à créer beaucoup de confusion est celui de Joseph Legault, qui prétend avoir vu de la lumière chez Poirier à 1h du matin. Heureusement pour l'éclaircissement de la cause, il y a un autre témoin, Joseph Fortier, qui dit qu'il n'y avait pas de lumière chez Poirier. Entre ces deux témoignages, vous pouvez choisir. Mais pour ma part, je n'aurai pas d'hésitation à adopter le témoignage de Fortier. Quant aux aveux dont j'ai permis la preuve, ils font à l'accusé une position fatale dont il lui est difficile, sinon impossible, de pouvoir s'échapper. Je vous signale également que la Cour, que j'ai l'honneur de présider, ayant décidé d'admettre cette preuve des aveux, il est de votre devoir de l'accepter comme valablement faite. Vous pouvez vous retirer maintenant. Puisse la Providence vous éclairer dans vos délibérations. Coupable.
pensez-vous? Pas assez. Le verdict vous laisse indifférente? Non, mais j'ai pas été surprise. Je l'avais prévu, je m'y attendais. Je m'y étais préparée. Le monde est tellement méchant. Les 3/4 des témoins n'ont pas dit la vérité, puis... les autres ont dit rien que des simplicités. Les geôliers m'ont dit que vous ne pourriez pas recevoir la visite d'aucun parent. Ah oui? On m'a pas dit ça, je savais pas. Il va falloir que je me prépare à mourir maintenant. Il me reste 3 mois pour me préparer à mourir. Perdez pas courage. J'espère, monsieur. J'espère que vous travaillerez pour moi dans la presse. La fin de l'histoire ne fait guère honneur à la justice de l'époque. D'une part, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès pour Viaud et Parslow. Mais la requête de la défense de tenir le 2e procès loin des lieux du crime pour s'assurer d'un jury impartial est refusée. Pourquoi? Parce que les touristes accourent depuis le début de l'affaire, ce qui rapporte gros, bien sûr. Peut-on au moins tenir le procès devant un nouveau juge, moins partial? Pas question. Et la Cour expédiera les 3/4 des témoignages par une simple relecture des dépositions. Verdict coupable, sentence l'échafaud. C'est de ma prison et à genoux que je vous écris ces quelques lignes, pour vous implorer ma grâce et mon pardon. À l'approche de la pendaison, Cordelia Viaud écrira une dernière requête à la comtesse de Minto, épouse du gouverneur général du Canada. J'aimais mon mari. Oui, je l'aimais. Mais dans un moment d'une cruelle aberration, je me suis laissée influencer par des promesses et sous l'influence néfaste d'aveugles passions, j'ai laissé commettre l'horrible tragédie. Que Dieu seul, je le sais, peut me pardonner. Je demande à votre Excellence la grâce, non de mon horrible faute, mais votre extrême indulgence et l'immense faveur d'aller pleurer toute ma vie dans les cachots d'un pénitencier. Épargnez-moi l'horrible supplice de l'échafaud. Je ne mérite pas grande compassion, ni peut-être la plus légère sympathie, mais ne pourriez-vous pas trouver dans votre bon cœur une petite parcelle de pitié pour la plus malheureuse des femmes?